Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau appelés à voter. Alors, je reviens sur ma vidéo du 13 avril dernier où j'apportais mon témoignage en tant que chef d'entreprise qui avait été amené à délocaliser en 98 la production en Asie. Cette fois-ci, je voudrais tout particulièrement m'adresser aux personnes qui se battent encore pour sauver leur entreprise et leur emploi avant qu'il ne soit trop tard. Et en premier lieu, à mes concitoyens qui travaillent encore dans l'entreprise GMS, qui a fait l'objet de plusieurs reportages dans la presse récemment, dont celui du 16 mai dernier lors de la visite de M. Mélenchon et de M. Poutou. Évidemment, mes pensées vont aussi aux 600 employés de chez Whirlpool à Amiens et de bien d'autres entreprises qui sont dans le même cas de figure. Cependant, il est important de revenir une minute sur les résultats de l'élection présidentielle. Comment M. Macron, le candidat de Bruxelles et des Rothschild, a-t-il donc été élu? Sur un total de 47,5 millions d'inscrits, 11,5 millions, soit 24%, se sont abstenus ou ont voté blanc ou nul, ce qui en fait le premier parti de France. M. Macron, lui, a obtenu 8 670 000 voix, soit 18,2% des Français inscrits. Je ne parle pas du second tour, où 12 millions de voix sont venues se reporter sur ce candidat. C'était un vote d'adhésion. Ce n'était pas un vote d'adhésion, mais seulement un vote contre l'autre candidate. Donc sans intérêt. Alors, de toute façon, même si on ajoute ces 12 millions de voix aux 8 670 000 du premier tour, cela ne fait toujours que 20 700 000, soit seulement 43,6% des Français inscrits. Donc largement moins que la moitié de la population inscrite. Alors maintenant, si on revient sur les 8 670 000 personnes qui ont voté pour M. Macron, nous savons que 84% de ces 8 670 000, ce qui fait 7 300 000, sont des plus de 65 ans. Or, il y a 12,5 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en France. Alors, si on déduit de ces 12,5 millions 24% qui a été l'abstention moyenne, cela veut dire que 3 millions environ n'ont pas voté pour un seul candidat et que seulement 9,5 millions ont voté pour un candidat. Et sur ces 9,5 millions, 7,3 millions ont voté pour Macron. Ce qui veut simplement dire que près de 80% de ces 65 ans ont voté pour ce candidat. Monsieur Macron n'est donc que le représentant des retraités. En fait, deux conclusions s'imposent. La première, M. Macron ne représente pas la majorité des Français, il en est très loin. Deuxièmement, M. Macron n'a reçu le soutien que de 8 670 000 voix, ce qui fait, comme on l'a vu, si on regarde les plus de 65 ans, 15,2% des plus de 65 ans qui ont voté pour lui. Les 1370 000, soit 1 370 000 1 370 000 voix restantes représentent donc 3%, c'est-à-dire différence entre 18,2 et 15,2% des inscrits de moins de 65 ans. Et donc, par voie de conséquence, à peine 3% de la population active française. Je vous laisse deviner qui sont les 3% de la population française en question. C'est sûrement pas ceux qui doivent se battre tous les jours pour travailler et sauvegarder leur emploi en France. Enfin, dans tous les cas, M. Macron n'est pas le président de la population active française. Avec 3%, c'est sûr. Cela étant dit, quel est l'enjeu auquel nous sommes confrontés maintenant? Alors, je sais que vous connaissez ces chiffres, mais malheureusement, ils sont tellement terribles qu'on ne les répétera jamais assez. Nous avons perdu 800 emplois chaque jour ouvrable depuis ces 10 dernières années, ce qui représente une usine qui ferme chaque jour et 10% de nos emplois industriels qui ont disparu pendant la même période. Et cela n'est rien en rapport avec ce que l'Union européenne prévoit pour nous, avec le fameux gouvernement de la zone euro qui nous a été promis, et avec M. Macron, son fidèle serviteur. Alors l'avenir qui se profile, si on prend le modèle du Royaume-Uni, qu'on aimerait bien nous appliquer,
Eh bien, c'est que nos 23% de population active qui sont encore dans l'industrie, la construction et l'agriculture risquent de descendre à 17%. En gros, ça représente 1 600 000 emplois, encore en moins, dans ces trois domaines d'activité. Alors, comment ces choses-là vont arriver? Eh bien, c'est simple. Après avoir vécu les délocalisations vers l'Asie, nous avons commencé l'ère des délocalisations intracommunautaires. Pologne, Roumanie, etc. Effectivement, en Chine, les coûts ont augmenté. Les ouvrières qualifiées sont maintenant payées 650 $ par mois, ce qui fait à peu près 600 € par mois. Alors qu'en Pologne, les salaires minimums sont plutôt de l'ordre de 400 € par mois, et en Roumanie, encore bien moins. Et cerise sur le gâteau, pour les entreprises qui vont s'installer dans ces pays, la main-d'œuvre ukrainienne est maintenant disponible pour 100 € par mois, vous vous rendez compte, grâce à l'accord de coopération signé entre l'UE et l'Ukraine. En Allemagne, c'est pas beaucoup mieux, les nouveaux migrants sont embauchés au tarif de 0,80 € de l'heure, soit 150 € par mois. Alors mettez-vous dans la tête que les accords spécifiques qui viennent d'être obtenus chez Whirlpool ou GMS ne sont que des cautères sur des jambes de bois. C'est purement de circonstance, histoire de laisser passer les élections. Mais une fois les élections passées, la marche en avant, si j'ose dire, reprendra de plus belle, puisque le problème de fond est toujours pas résolu. Alors voilà ce qui attend les employés français qui ont le choix entre soit le chômage avec une durée plus limitée, soit accepter un salaire harmonisé sur le prix du marché intracommunautaire, un mini-SMIC à l'allemande, 600 € à peu près, ce qui sera déjà une faveur, ou accepter un reclassement dans un pays style Pologne, Roumanie ou autre, avec une promotion à la clé si tout va bien, peut-être pour un salaire de 600 ou 800 € par mois, ou alors une autre option, s'expatrier pour ceux qui ont à faire valoir encore quelques savoir-faire particuliers. Donc en gros, l'URSS, c'est le choix suicidaire. Pour sauver l'entreprise et nos salariés en territoire français, il n'y a aucun autre moyen que de s'affranchir des directives européennes qui encouragent ces délocalisations internes, comme l'a déjà expliqué en détail M. Asselineau. En tant que chef d'entreprise m'étant retrouvé moi-même au cœur des délocalisations, je peux vous dire que M. Asselineau est le seul qui vous dit la vérité. S'affranchir de l'application de ces directives, cela veut dire sortir de l'UE. Il n'y a aucun autre moyen. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le Royaume-Uni le 29 mars dernier, en appliquant l'article 50. L'apocalypse promis n'est bien sûr pas arrivé. N'ayez pas peur. Comme je l'ai déjà dit précédemment avant la présidentielle, ceux qui vous disent qu'ils veulent renégocier les traités sont des menteurs. On ne renégocie pas avec 27 autres pays qui ont des intérêts contraires aux nôtres. Et avec des dirigeants européens non élus qui nous expliquent qu'il n'y a plus de démocratie au-dessus des traités et en gros qu'on est dans l'URSS. Circuler, il n'y a plus rien à voir. L'heure est donc au choix. Ou la démocratie, ou l'URSS. Ou la gamelle, ou l'URSS. Mais les deux en même temps, c'est pas compatible. Alors qu'est-ce que vous voulez choisir? Vous battre pour votre gamelle et reprendre en main nos affaires, ou devenir les esclaves de la dictature des banquiers et de leurs marionnettes? Voilà le choix qui vous est offert en choisissant votre représentant au Parlement. Soit un candidat qui va partager votre combat en empêchant les délocalisations, en militant pour le Frexit, soit un candidat qui va vous raconter des histoires en disant qu'il se bat pour vous, alors qu'en fait, il défend les intérêts de ses maîtres en restant dans l'URSS. Enfin, avant de terminer cet appel, je voudrais aussi rappeler ce que sont les intérêts de la France en tant que puissance présente au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors j'espère qu'il ne vous a pas échappé que la situation planétaire a atteint un tel stade de tension que la Troisième Guerre mondiale est susceptible d'éclater maintenant à tout moment. Je ne sais pas si vous en avez vraiment conscience. Alors je vous invite à réfléchir au choix du candidat qui travaillera à sortir la France de l'OTAN
et de ne pas laisser notre pays être entraîné dans un camp qui va conduire la France dans une guerre suicidaire. Alors même que la France a accepté, à cause de son appartenance à l'OTAN, de prendre part à des guerres illégales, à cause de son appartenance à l'OTAN, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, l'Irak, je ne parle pas du Mali puisque celle-ci était, on va dire, légale, sans compter que nos troupes sont maintenant positionnées à la frontière russe quand même. Alors réfléchissez bien, c'est la dernière opportunité qui vous est offerte. Si vous la laissez passer, alors je vous souhaite bien du courage, car il n'y aura pas de quartier, vous allez être broyé et passer menu à la moulinette, et vous pouvez m'en croire. Alors réfléchissez plutôt à 2 fois qu'une. Bon courage.